Bonsoir, merci d'être aussi nombreuses et aussi nombreux. Ça fait plaisir de voir quelques hommes dans la salle, parce qu'en effet, la ménopause est un sujet qui touche 100% des femmes, mais par voie de ricochet, également 100% de la population. Et je voudrais remercier Madame Dublin-Felten et la commune de Steinfort, Madame Turmes du service de l'égalité et du bien vivre ensemble pour cette opportunité et d'avoir amené ce sujet qui effectivement est un sujet important d'égalité des chances. Parce que la santé des femmes, historiquement, est un sujet qui n'a pas encore atteint l'égalité. Jusqu'en 1993, les études scientifiques, les études sur les pathologies, les traitements et les médicaments n'étaient testés que sur des hommes. Et encore aujourd'hui, il est plutôt rare d'avoir des études qui donnent des résultats par genre, et encore plus rare d'avoir des résultats par genre et par phase hormonale, alors qu'on sait que pour une femme, les différentes phases, que ce soit la puberté, la phase qui concerne la grossesse et le postpartum, la préménopause et la postménopause, sont des phases très distinctes. Au départ, rien ne me prédisposait à être ici devant vous. On m'aurait dit il y a 15 ans qu'un jour je donnerais des conférences, j'aurais dit que c'est une idée complètement farfelue, que je n'aurais jamais la faculté et l'habilité de parler devant un public, mais la vie est ainsi faite qu'on traverse des phases dans la vie, et ma périménopause personnelle à moi a bouleversé le cours de ma vie. Et j'ai essayé de comprendre ce qui était en train de m'arriver, bien longtemps après avoir d'abord eu de grosses difficultés de santé. Et plus je me suis penchée sur le sujet, et plus j'étais absolument estomaquée de ce que j'ai appris. Et donc, n'étant pas médecin, je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour vraiment maîtriser ce sujet et vraiment avoir des bases sérieuses, que ce soit sur l'anatomie, sur comprendre ce qui était exactement en train de se passer dans notre corps, et surtout ce que ça avait à avoir comme impact sur la santé, si j'étais la seule à vivre ce genre de mur qui vous arrête sur votre parcours, ou si c'était quelque chose qui était un petit peu plus fréquent. Et comme la majorité des gens, j'avais entendu parler du mot ménopause égale fin des règles, quelques bouffées de chaleur et c'est fini. On n'en parle plus, on est libéré, plus de pilules, plus de problèmes et la vie continue. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes d'accord avec moi. Ou alors que vous avez déjà entendu parler de ce sujet et que vous souhaitez vous y préparer, ce que je ne peux que vraiment soutenir et vous applaudir, parce que je pense que quand nous sommes bien informés, nous pouvons prendre de bonnes décisions, que nous avons énormément de choses dans notre vie, de charge mentale, et pas de place pour des imprévus. Donc, il vaut mieux pouvoir se préparer. Donc, ma carrière n'a pas du tout été dans la ménopause. C'est que récemment que j'ai fait cette formation de spécialisation en ménopause. Ma mission, c'est de sortir la ménopause du tabou, que les femmes soient bien informées, mais au-delà de ça, que la société soit bien informée et que les choses changent au niveau de la prise en charge, des soins et des
des options pour les femmes, mais aussi le monde du travail et la politique, pour que des politiques de santé réellement axées sur la santé des femmes, et là, bien au-delà de la ménopause, toutes les pathologies qui concernent uniquement les femmes, comme l'endométriose, le PCOS, et tout un tas d'autres choses qui malheureusement, aujourd'hui, sont un peu, on va dire, à la traîne, pour être gentil. Il faut savoir que la santé des femmes, c'est 1% du budget global de recherche. Alors aujourd'hui, on ne va pas rigoler beaucoup nécessairement, mais j'espère que vous allez quand même apprendre beaucoup de choses, que vous allez aussi avoir des clés et des stratégies pour vous aider dans votre quotidien. Il faut savoir que sur les 100% de femmes qui traversent la ménopause, un quart à peu près disent ne pas avoir ressenti d'impact sur leur quotidien et sur leur santé. Un quart vivent la ménopause avec de grandes difficultés et à peu près la moitié avec des symptômes plus ou moins impactants sur leur quotidien. Mon objectif aussi, au-delà d'informer, c'est de dire aux femmes que souffrir n'est pas une option. Et même si on nous a toujours dit que c'était normal, que tout le monde était passé par là, il était un temps peut-être où souffrir en silence pouvait être accepté parce que c'était ainsi que la société voyait les choses. Je pense qu'aujourd'hui, avec également les responsabilités qu'on a et étant active dans le monde du travail, il y a une nécessité de pouvoir être accompagné et d'avoir des moyens pour que ça n'impacte pas de façon significative notre quotidien. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de modéliser en photo ce que représentait la ménopause. Et donc, c'est bien comme je le pensais moi aussi, la ménopause se limite aux bouffées de chaleur. Plus ou moins impactante, il y en a une même qui sourit franchement, elle est même dans son lit toute maquillée, et puis il y en a une autre qui souffre vraiment sévèrement. De quoi parle-t-on quand on parle de ménopause ? En fait, on parle de 3 phases. On parle de la périménopause, qui est la phase pendant laquelle il y a des fluctuations hormonales irrégulières. La ménopause, qui est en fait un seul jour dans votre vie, qui est la théorie selon laquelle, au bout de 12 mois sans règles, ce jour a posteriori de 12 mois, c'était votre ménopause. Et tout ce qui vient ensuite, c'est la post-ménopause. Alors, la théorie, c'est beau et c'est nécessaire en santé et en sciences, mais dans la réalité des faits, beaucoup de femmes ne savent pas quand était leur jour de ménopause, soit parce qu'elles ont un stérilet et qu'elles n'ont pas de règles, soit parce que, en fait, pour des raisons médicales, elles ont été mises en ménopause artificielle ou en ménopause médicale. Donc, en fait, j'ai envie de dire, on s'en fiche de la terminologie. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, c'est une transition neuro-endocrinienne active. C'est-à-dire, ce ne sont pas que les règles qui s'arrêtent et les ovaires qui, avant qu'elles s'arrêtent, font un petit cinéma. C'est également une transition fondamentale de notre cerveau et une modification de notre cerveau profonde.
beaucoup de femmes qui sont post-ménopause le disent bien, je sais mieux qui je suis, il y a beaucoup de choses qui ne me préoccupent plus, j'ai découvert qui j'étais vraiment et ce que je veux faire de ma dernière étape de vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais jusque-là, il faut que ce chamboulement neuro-endocrinien se fasse. Et pour une raison qu'on ignore, chez certaines personnes, ça va aller assez rapidement. Et chez d'autres, ça peut durer un certain temps, voire un temps certain. Quand tout va bien, donc dans la phase avant la périménopause, qu'on appelle la préménopause, c'est-à-dire toute cette phase où vous êtes dans vos années de procréation, un cycle normal, considéré comme normal, d'à peu près 28 jours, se déroule, ça on l'a peut-être appris en biologie, moi je ne me souviens pas, mais vous peut-être, se déroule d'abord par en fait un signal qui vient du cerveau, qui lance une hormone qui s'appelle la FSH, la Follicular Stimulating Hormone, qui stimule les follicules, ou un ou plusieurs follicules, dans votre réserve ovarienne. Et ces follicules vont maturer. Et un en particulier va se préparer va être plus avancé que les autres. Pendant cette maturation, qu'on voit ces petits points ronds, ces petits ronds, cette partie qui entoure le follicule va libérer les œstrogènes, les super hormones, l'œstrogène, qu'on voit sur la courbe en vert. Une fois que le follicule sera bien prêt, le cerveau va envoyer la luteinizing hormone, LH, qui va faire exploser le follicule et va donc libérer l'ovocyte. C'est le moment de l'ovulation. Et le corps jaune qui reste à l'intérieur de ce follicule, c'est la réserve de progestérone. Et cette progestérone va donc être libérée, va aller préparer l'endomètre, lui faire un beau petit coussin bien confortable pour le cas où l'ovocyte serait fécondé. S'il n'y a pas fécondation, la partie coussinet de l'endomètre se désagrège et ce sont les règles et on recommence. Donc vous voyez sur la gauche les cycles absolument réguliers de la préménopause. Tout va bien, le cerveau sait ce qu'il a à faire, les ovaires pareil, le mécanisme est bien huilé. Quand tout va bien, c'est ce qui se passe. Sauf que, eh bien, nous naissons avec tous nos ovocytes en réserve et qu'au bout d'un certain temps, notre réserve ovarienne s'épuise. Elle s'épuise par l'âge et elle s'épuise aussi au niveau de la qualité des follicules. Et on sait aussi aujourd'hui que le cerveau est très connecté aux ovaires et qu'en fait, c'est lui qui décide aussi un petit peu quand est-ce que il serait peut-être temps de calmer le jeu et de préparer la phase suivante. Je n'ai pas réussi à comprendre, alors que la biologie est extrêmement bien faite, notre corps est extrêmement bien fait, pourquoi il fallait passer par cette phase chaotique et pourquoi il fallait passer par des souffrances, que ce soit les règles douloureuses ou la périménopause. Je n'ai pas eu de réponse. J'espère qu'un jour la science pourra y répondre. En tous les cas, voilà les fluctuations qui tout d'un coup deviennent complètement irrationnelles. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est parce que, vu que l'ovaire ne répond pas aux sollicitations du cerveau, le cerveau va envoyer beaucoup plus d'hormones que précédemment.
Et l'ovaire, à un moment donné, va répondre et donc va faire maturer beaucoup plus d'ovocytes, ce qui va générer beaucoup plus d'œstrogènes et faire des pics. Mais peut-être que ces ovocytes ne vont jamais expulser d'ovocytes et donc il n'y aura pas de progestérone qui sera produite ce mois-là. Et ce sont ces écarts d'hormones, un coup trop, un coup pas assez, qui font que la machine se dérègle. Et certaines hormones et certaines personnes sont plus sensibles à ces variations hormonales. Ensuite, après la ménopause, donc les 12 mois sans règles, c'est le calme plat. C'est le point où tout s'arrête au niveau des ovaires. Alors, notre corps fait bien les choses, même si on perd la majorité et la plus importante puissance d'œstrogène que notre corps fabrique, il en fabrique ailleurs. Il en fabrique dans le cerveau, il en fabrique dans les glandes surrénales et il en fabrique dans le corps gras. Et c'est pour ça que certaines femmes voient leur morphologie changer et cette graisse qui commence à se loger autour du ventre et qui sert en partie, ou une raison pour laquelle elle arrive, c'est que c'est par là qu'est fabriqué un autre type d'œstrogène que celui qui est fabriqué dans les ovaires. Je disais que c'était une transformation neuro-endocrinienne. Donc, il n'y a pas que les ovaires qui vivent une transformation, mais également notre cerveau. Et grâce à une neuroscientifique féminine, Dr. Lisa Mosconi, dont je recommande le livre The Menopause Brain, qui existe également en allemand et qui va prochainement exister en français, on sait plus de choses qu'on n'a jamais su sur le cerveau féminin et surtout sur le cerveau aux différents moments de cette transition ménopausique. Sur la droite, en haut, vous voyez l'énergie d'un cerveau en préménopause, donc la phase où les ovulations sont régulières, et un cerveau en phase de post-ménopause. L'énergie est mesurée grâce au glucose dans le cerveau. Et en bas, vous voyez les cerveaux aux différentes étapes, entre 45 et 65 ans. Donc, ce que Dr. Lisa Mosconi a démontré avec son équipe, c'est que pendant la transition, on peut perdre jusqu'à 30% d'énergie dans notre cerveau. Quand les femmes disent « je ne me reconnais plus, j'ai un brouillard mental, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive plus à me concentrer, je ne retiens plus les choses, je me trompe de mots », ce n'est pas dans leur tête, c'est vraiment réel. Et cette baisse d'énergie est temporaire, elle est transitoire. Donc pour la majorité des femmes, pas toutes, et la science est en train de rechercher la raison pour laquelle certaines femmes ne retrouvent pas la même énergie qu'avant la ménopause. Il faut aussi s'imaginer qu'il peut y avoir 20 ans entre les deux étapes. Donc, il y a aussi un phénomène naturel de l'âge. Mais il était quand même intéressant d'expliquer et d'essayer de comprendre ce qui se passait. Dr. Mosconi, en fait, est chargé de la recherche sur Alzheimer. Et c'est dans le cadre de ces recherches qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, même si les symptômes d'Alzheimer arrivent plus tardivement dans l'âge, les modifications qui justifieraient pourquoi sur 3 cas d'Alzheimer, 2 sont des femmes, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe chez la femme qui ne se passe pas chez l'homme. Et c'est comme ça qu'elle en est arrivée à étudier le cerveau pendant la ménopause.
pendant la transition ménopausique pour être plus exact. Alors sur la photo de gauche, ce qu'on voit, c'est la densité des récepteurs à œstrogène. Il faut savoir que donc ces hormones que nous fabriquons, toutes les hormones que nous fabriquons dans notre corps, dans différentes glandes et dans différents organes, sont des messagers qui vont aller donner des instructions à d'autres parties du corps. Et ils ne peuvent donner leur message que quand ils s'accrochent à un récepteur. C'est comme une clé qui entre dans une serrure. Quand c'est la bonne clé, elle reste dans la serrure. Et donc, il faut des récepteurs pour pouvoir capter ces hormones. Et ce qu'on croyait jusqu'à présent, qu'une fois la ménopause passée, vu qu'il y avait moins d'hormones, il y avait moins de récepteurs. Et ce qu'elle a découvert était assez surprenant. Là, vous voyez un cerveau à droite qui a 65 ans. Et donc, il y a de plus en plus de récepteurs à œstrogène dans le cerveau. Reste à savoir pour quelles raisons. Et reste à comprendre ces mécanismes. Donc, il y a encore énormément à faire. C'est vraiment que le début. Mais cette chercheuse et des fonds privés, surtout de femmes qui ont investi dans ces recherches, avec de nouveaux développements de l'intelligence artificielle, promettent d'avoir dans les 2 prochaines années des réponses révolutionnaires sur ce qui se passe exactement dans notre cerveau à la transition ménopausique. En attendant, ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est ce qu'on ressent. Hein. Et donc maintenant, on ne peut plus tout à fait nous dire c'est dans ta tête, c'est pas grave, ça va passer. On ne peut plus nous traiter d'hystériques et nous enfermer, comme ça a été le cas pendant de nombreux siècles, puisqu'on pensait aussi que tout venait de notre utérus, tous ces problèmes du cerveau, et que si on enlevait l'utérus, hystérectomie, l'hystérie allait s'arrêter. Alors, j'ai essayé de regrouper ici les symptômes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de liste officielle de symptômes. Le seul symptôme qu'on puisse vraiment attribuer à la ménopause et qu'on ne peut pas attribuer à autre chose, c'est la bouffée de chaleur et la sueur nocturne, qui est en fait une bouffée de chaleur. Tous les autres troubles peuvent être également dus à autre chose, notamment un dérèglement de la thyroïde. Beaucoup de personnes qui ont un problème de thyroïde vont reconnaître beaucoup de symptômes et vont reconnaître également ce que c'est que le manque hormonal. Et il y a évidemment aussi des symptômes qui ne seront peut-être pas des symptômes primaires de la ménopause, mais qui sont des symptômes secondaires. C'est un exemple, évidemment que si vous ne dormez pas pendant des mois, vous allez être fatigué, vous allez peut-être avoir une diminution de la résistance au stress, vous allez avoir une humeur irritable, voire même être en colère, voire être triste ou être en état dépressif. Donc on ne peut pas exactement savoir ce qui est symptôme direct ou symptôme indirect, mais j'ai envie de dire, quand on les ressent, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ça s'arrête. Et donc, il y a des symptômes qui sont plus ou moins invalidants et des symptômes qui font plus ou moins peur. Je pense en particulier aux palpitations cardiaques, aussi aux acouphènes, qui peuvent vraiment être très désagréables et aussi faire peur. Et bien évidemment, même si la palpitation cardiaque devait être lié à la ménopause, c'est évidemment un symptôme qu'on fait contrôler immédiatement pour écarter toute autre cause. Voilà, je ne vais pas tous les lister. Alors, certains symptômes vont passer après la fin de ces phases chaotiques hormonales.
D'autres ne vont pas nécessairement s'améliorer, mais plutôt avec l'avancée en âge, progresser. Et je pense notamment aux symptômes génito-urinaires. Alors, s'il y a un tabou dans la ménopause, c'est bien ce tabou-là, le tabou dans le tabou. Personne n'a envie de parler d'incontinence, d'infection urinaire à répétition, de descente d'organes, de baisse de libido, de douleur pendant les relations intimes. Toutes ces choses-là, on n'en parle pas. Et il faudrait, parce que ça empoisonne la vie de beaucoup de femmes, même dans l'âge avancé. Et ce n'est pas du tout une fatalité, en particulier s'il y a bien un seul remède pour lequel, médicinal pour lequel je ferai de la publicité, c'est l'œstrogène vaginal, la crème à base d'estriol qui est microdosée, qui est une crème locale qui ne monte pas systémiquement dans le corps ni ne circule pas dans le sang, mais qui va remettre toutes les choses à leur place, parce qu'il faut savoir qu'avec la perte d'œstrogène, tous nos tissus deviennent plus fragiles, plus fins, moins bien irrigués, que ce soit nos tendons, que ce soit nos articulations, que ce soit nos muscles, que ce soit notre peau. On le remarque bien sur l'extérieur de notre peau, elle devient plus fine, elle est moins bien irriguée, elle est moins élastique, moins souple. Et bien à l'intérieur, c'est pareil. Et si on ne fait rien, l'atrophie vaginale, c'est-à-dire le rétrécissement du vagin et qui devient de plus en plus fin et fragile et qui risque d'avoir des micro-lésions, et tous ces organes qui sont autour, qui sont en fait dans le même espace, vont tous avoir des muqueuses plus fines, moins bien lubrifiées, moins bien irriguées, avec des tissus moins solides et élastiques. Et tous ces tissus vont souffrir et laisser la voie à des infections, notamment les infections urinaires, mais aussi les infections vaginales. Donc, je fais un très grand appel, même pour vos mamans. Il n'y a pas d'âge pour commencer ce traitement et ça sauve des vies. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui âgées qui sont dans des maisons de soins et des maisons de retraite qui ne devraient pas y être, mais qui y sont parce qu'elles souffrent de ce genre de troubles. Bon, je ne vous vois pas sourire. Là, je vais en rajouter encore une couche. Et après, promis, je vous parle des bonnes nouvelles. Au cours de mes recherches sur la question, il y avait évidemment les symptômes dont on vient de parler, mais ce qui m'a le plus frappée et dont on ne parle jamais, c'est qu'à partir du moment où on perd ces précieuses hormones, nos risques pour notre santé future changent de façon significative. Jusqu'à la ménopause, au niveau cardiovasculaire, nous sommes bien plus protégés que nos chers hommes. À partir de la ménopause, nous dépassons leurs risques. Et les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité chez les femmes comme chez les hommes. Donc, on fait attention à son cœur. Et à la ménopause, on va demander à son médecin de faire un bilan cardiovasculaire, faire un Doppler scan, par exemple, pour voir si on a du cholestérol qui s'est fixé dans les artères. En particulier, si dans votre famille, il y a eu des maladies cardiovasculaires. En particulier, si vous avez une pression artérielle élevée, si vous avez un cholestérol élevé et si vous aimez faire de la prévention et savoir où vous en êtes, ce n'est pas une mauvaise idée et c'est en tout cas le bon âge pour savoir où vous vous situez au niveau de ce risque. Parce que tous les risques que vous allez établir votre état de santé vont vous permettre ensuite de prendre des décisions
notamment si vous voulez ou vous ne voulez pas prendre un traitement hormonal. Et ça va également vous aider à décider s'il faut ou pas prendre un traitement hormonal pour prévenir certaines pathologies qui sont soit dans votre famille, soit où votre bilan, justement, montre déjà une problématique. Je pense notamment à l'ostéoporose. L'ostéoporose, nos os, c'est quelque chose que nous ne sentons pas. Nous ne sentons pas quand ils commencent à devenir fragiles. Et un jour, on vous pose un diagnostic et vous entrez dans une forme de fragilité où chaque chute ou même une fracture sans chute existe. Et on sait de ce que disent les médecins que c'est une maladie très douloureuse quand on a une fracture et c'est rarement une maladie de laquelle on se remet sans séquelles. Donc on sous-estime l'importance de nos os, mais nos os, c'est ce qui nous tient. Et à la transition ménopausique, il y a une très forte baisse de densité osseuse. Pour tout le monde, mais à des degrés différents. Et si vous aviez déjà une densité osseuse, une qualité des os qui n'était pas optimale, ça va vraiment se voir dans votre DEXA-scan. Donc, je vous encourage toutes à prendre rendez-vous pour faire un bilan de densitométrie osseuse. C'est un examen très simple, c'est pas... Il n'y a pas de rayon, ce n'est pas invasif, rien du tout. Ça prend quelques minutes. Je sais qu'au CHL, il faut de longs mois pour avoir un rendez-vous, mais depuis peu, on a un deuxième DEXA-scan à l'hôpital à Vils et les rendez-vous sont assez rapides. Et ça va vous permettre de vous situer au niveau osseux si vous êtes parfaitement dans le vert. Si vous êtes dans l'orange, vous êtes en stade d'ostéopénie. Et si vous êtes dans le rouge, vous avez une ostéoporose. Le traitement hormonal de la ménopause est préventif de l'ostéoporose. C'est une de ses attributions depuis de très nombreuses années. Mais évidemment, le sport, garder sa masse musculaire et augmenter sa masse musculaire a un impact sur les os. Donc en fait, c'est la construction de l'os qui devient plus lente que la dégradation du vieil os. Et quand ce déséquilibre arrive, eh bien, on a une dégradation de notre masse osseuse. Au niveau endocrinien, très souvent, dans la transition ménopausique, on développe une résistance à l'insuline, où on a temporairement une modification des niveaux de thyroïde. Donc ça, à surveiller également. On sait qu'il y a, on a vu des conséquences neurologiques, mais qui sont transitoires. Il faut également surveiller le cholestérol. Évidemment, la prise de poids, c'est un sujet qui nous concerne toutes et qui nous est très désagréable. Mais je pense qu'à partir du moment où ça ne met pas notre santé à risque, voilà, ce n'est pas les quelques kilos en plus qui vont nous pourrir la vie. Pour le reste, on en a déjà parlé. Alors tout ça, évidemment, ça a un impact pour nous, personnellement, notre santé, mais également pour les gens autour de nous. Et c'est là où je pense que très souvent, les premiers symptômes, en fait, c'est un changement de résilience au stress, qu'on ne nécessairement remarque pas soi-même, mais parfois, il y a quelqu'un de courageux dans votre entourage, dans votre famille, qui vous dira oh, « quand même, hein, avant, tu t'énervais pas pour si peu », ou qui vous font remarquer qu'en fait, vous faites tout un plat pour une chose complètement banale, ou par exemple que vous êtes devenu beaucoup plus sensible et que vous pleurez pour un rien,
Évidemment, au départ, la première réaction, ça va être mais non, tout va bien, parce qu'on ne le remarque pas soi-même et que ça nous irrite par ailleurs qu'on nous le fasse remarquer. Mais je pense que si c'est une phase où on a vraiment, par exemple, beaucoup de bouffées de chaleur ou vraiment de mauvaises nuits ou d'autres symptômes qui nous pourrissent la vie, je pense que c'est aussi le moment d'accepter de l'aide, déjà de la demander, et si on vous l'offre, de l'accepter, parce qu'il y a des gens autour de nous et qu'il y en a qui sont d'accord de nous enlever quelques tâches. Jusque-là, Wonder Woman a tout géré, tout planifié pour tout le monde. Et là, c'est le moment où elle aura peut-être besoin qu'on lui renvoie l'ascenseur. Évidemment, la communication est très importante. J'ai récemment lu que 70% des femmes en France n'ont pas parlé à leur entourage de leurs symptômes. Je pense que c'est très difficile si on ne peut pas en parler et si on ne peut pas expliquer avec ces mots, ou peut-être en leur mettant un livre sous le nez pour que quelqu'un d'autre leur explique ce que vous êtes en train de vivre. Et qu'ensemble, vous fassiez ce chemin de découvrir la transformation qui est en train de se jouer en vous. C'est peut-être aussi un moment pour vous demander ce qui vous fait du bien, d'identifier quels sont les moments où vous vous sentez apaisé, parce que très souvent, on est dans un état un peu de nervosité permanente, et essayer de trouver soit des personnes, soit des activités qui vous font du bien, où vous arrivez à vous ressourcer et avoir de l'intérêt pour ce que vous faites. L'impact sur la vie professionnelle, un sujet complètement au grade zéro, on va dire. Voici une étude réalisée en 2023 au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est leader dans le mouvement sur la ménopause. Il y a également énormément de podcasts et de livres qui sont parus depuis quelques années. Et cette étude-là que vous voyez, qui a été menée en Angleterre, a été pratiquement répliquée en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Et les résultats sont très similaires dans tous ces pays. La question posée était quels sont les symptômes qui vous ont impacté négativement dans votre travail ? 79% des personnes ont répondu « Je me suis senti moins capable de me concentrer ». 68% « J'ai senti plus de stress ». 49% « J'ai senti moins de patience envers mes collègues et ou mes clients ». 46% « Je me suis senti physiquement moins capable de faire mes tâches. 45% une pression supplémentaire. 35% j'ai eu l'impression de faire plus d'erreurs dans mon travail. 14% ont dû prendre un arrêt maladie. Et les 6% autres, je ne sais pas ce que c'était. Au niveau des résultats allemands, 24% des répondants ont dit avoir dû réduire leurs heures de travail. 18,4% ont témoigné avoir changé de poste ou d'emploi. 15,9% ont pris
une pause, travail, un congé sans solde ou carrément arrêté pendant un certain temps, et 10,9%, dont 19,4% pour les plus de 55 ans, ont répondu avoir renoncé à travailler ou être partis en départ anticipé à la retraite. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire pour leur pension. Et je vous laisse imaginer quand on nous dit qu'il va falloir travailler plus longtemps ou quand en Allemagne on dit qu'on va rémunérer les seniors pour venir retravailler, ce que ça veut dire pour les femmes. Alors, au niveau des bonnes nouvelles, il y a des choses à faire et on sait qu'un très grand nombre de maladies peuvent être, sont évitables, notamment par des mesures de changement de mode de vie, d'adaptation du lifestyle. Donc j'ai identifié pour moi les 6 piliers essentiels pour prévenir les maladies futures, mieux traverser la phase de la périménopause, ménopause, post-ménopause, se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et si vous voulez en savoir plus, la International Menopause Society vient de sortir un white paper qui existe dans toutes les langues et où il parle justement de la lifestyle medicine, qui est le thème de cette journée internationale de la ménopause qui a lieu le 18 octobre. Et ils ont également 6 piliers. Bon, il y en a un qui diffère. Moi, c'est le volet médecine et eux, c'est laisser de côté les substances nocives. J'y avais pas pensé. Pour moi, c'était pas un sujet, un pilier en soi. Donc, ce que je vais vous dire et vous faire lire, ce ne sont pas des injonctions. Chacun progresse à son rythme, en fait. Le principal, c'est d'identifier qu'est-ce que je peux améliorer au niveau de ma nutrition, de mon sommeil, de mon activité physique, de la gestion de mon stress. Qu'est-ce que je peux faire peut-être à partir de ces idées qui n'auraient pas un grand impact en termes d'efforts, mais qui pourraient potentiellement avoir un grand impact en termes de résultats. Et la chose la plus importante, c'est de s'écouter, de se faire confiance et peut-être d'apprendre, de vraiment ce que je voudrais, c'est juste semer une graine et qu'ensuite, c'est vous qui prenez les choses et vous en faites ce qui vous paraît juste pour vous. L'œstrogène que nous avions grâce à nos ovaires est un puissant anti-inflammatoire. Le fait d'en être dépourvu, en tout cas pour une grande partie des œstrogènes puissants qui venaient de nos ovaires, le meilleur moyen c'est de contrer cette inflammation, c'est de le faire par la nutrition. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, il y a des éléments que notre corps ne peut pas fabriquer sans nutrition. Et ce que nous mangeons a un impact. Jusqu'à présent, on a peut-être pu manger des junk food tous les jours et les voir passer comme une lettre à la poste. À partir de la transition ménopausique, certaines choses ont un impact différent. Notamment, peut-être celui qui est le plus marquant pour beaucoup de femmes, c'est l'alcool. On entend souvent dire « Oh, je ne peux plus boire d'alcool, sinon j'ai mis une semaine à m'en remettre ».
où j'ai vraiment la tête comme si j'avais été vraiment extrêmement saoule. Et cette impression d'avoir du mal à le digérer, de sentir une inflammation, voire même un peu d'empoisonnement. Et il est vrai, et c'est démontré, qu'on a beaucoup plus de mal à digérer l'alcool, et les substances nocives de l'alcool ont un impact, en particulier dans cette phase un peu de fragilité. Un autre élément très important, ce sont les sucres. Le sucre dans le sang, pour le corps, c'est un poison. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit au pancréas, fabrique-moi de l'insuline, capte-moi ce sucre et transporte-le en dehors du sang, loge-le dans les muscles s'il y a de la place dans les muscles, et s'il n'y a pas de place dans les muscles, pas assez de muscles, mets-le en réserve dans le gras. Donc, qui dit fonte musculaire dit plus de sucre dans le gras, donc plus de gras. Déjà d'une. Et de deux, on a tendance, du fait d'être dans cet état de stress et de manque de sommeil réparateur, à être attiré plus par le sucre. Et donc on a ces fringales, ces envies de sucre, ces pulsions pour le sucre. Pour contrer ça, la solution, c'est ce que j'appelle enrober les sucres. C'est-à-dire ne pas les manger tout seul. Même un fruit, tout ce qui est sucré, enrobez-les d'un yaourt, avec pas un yaourt maigre, ni un yaourt sucré, mais un yaourt nature, un skyr, un yaourt grec, un kéfir, qui va apporter du gras et donc limiter l'impact qu'aura le sucre directement dans le sang. Et idéalement, vous allez l'emballer encore avec quelques noix, quelques graines, des protéines et des fibres. Plus vous allez enrober vos sucres, et plus ils passeront facilement dans votre organisme. Et ils feront moins de dégâts. La règle aussi, qui n'est pas tellement évidente dans nos régions, c'est de viser à arriver à une assiette qui soit remplie à moitié de légumes. Qui dit légumes, dit prébiotiques, qui vont faciliter la digestion, qui vont apporter tous les nutriments dont on a besoin. Si vous, en plus, vous les colorez, vous les mélangez avec des couleurs de toutes sortes, vous allez avoir toutes sortes d'antioxydants différents. Et vous allez vraiment protéger votre corps et lui apporter plein de bienfaits. Évidemment, ce qui est aussi important, c'est les protéines. Parce que vu qu'on perd nos muscles, on a besoin de protéines pour maintenir le muscle et aussi, si on vise à en refaire. Pour construire du muscle, il faut des protéines. Et les protéines, on les trouve dans de fabuleux légumes que sont les légumineuses, mais on les trouve aussi dans les petits poissons gras qui vont nous apporter en même temps des braves oméga 3 dont nous avons plus besoin. Et donc voilà, je vous laisse voir ce que sont les autres éléments. Bien mâcher, se prendre le temps de manger 3 repas, parce que les protéines, vous ne pouvez pas toutes les mettre à l'intérieur d'un seul repas. Il faut les fragmenter pour qu'elles puissent être absorbées. Et puis aussi les probiotiques, ces fabuleux molécules qui vont alimenter tous les microbes et les petites bestioles qu'on a dans nos intestins, qui sont très utiles parce que ce sont elles qui extraient les nutriments de la nutrition. On va les garder bien, avec des colonies bien riches, bien diversifiées. Souvent, quand on commence à avoir des intolérances à certains aliments,
on trouve souvent qu'en fait, il y a des colonies de micro-organismes qui ont disparu de nos intestins. Et il faut les réintroduire progressivement. Le sommeil. Le gros pilier difficile. Ce qui est très important, c'est d'essayer de dormir dans un espace calme, parce qu'on a tendance à se réveiller au moindre bruit. De bien aérer votre pièce avant, de dormir dans un environnement pas trop chaud, de veiller à respecter votre rythme circadien, c'est-à-dire que si vous sentez fatigué, allez vous coucher. Même si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, il y a certainement un ou l'autre jour où vous pouvez le faire. Parce qu'un bon sommeil récupérateur, c'est un des piliers fondamentaux. Bien dormir aussi est facilité si on mange tôt, pour la dernière fois. Donc que le dernier repas soit le plus éloigné de votre sommeil. Souvent, ce qui aide aussi quand on se sent stressé, c'est de coucher ses pensées sur du papier. Ça va libérer votre cerveau, vous savez que c'est quelque part, vous n'allez pas l'oublier, ça sera là demain matin quand vous vous réveillerez, il sera toujours temps d'y penser, mais libérez votre cerveau de ces pensées. Très souvent, on a des pensées qui tournent en boucle dans notre tête, et le fait simplement de les écrire, même si on n'a pas de solution, c'est pas grave, ça vous libère pour passer une meilleure nuit. Certaines trouvent que pratiquer un carnet de gratitude, faire une méditation, faire un yoga, les calme, écouter de la musique douce. Autre chose, c'est ne pas boire de caféine ou de théine au moins 8 à 12 heures avant le coucher. Ça facilitera aussi peut-être les choses. Et puis également l'alcool le soir. Ça complique souvent les nuits. L'activité physique. Alors, faire de la musculation, ce n'est pas le hobby favori de la majorité des femmes. Cela dit, une fois qu'on s'y met, on y prend goût souvent. Mais on n'a pas besoin d'aller à la gym, faire de la compétition avec les Arnold Schwarzenegger qui balancent leur gros poids par terre. On peut également faire ça à la maison avec des élastiques, avec quelques petits poids. Il existe des programmes sur YouTube. Tant qu'on en veut, tout est gratuit. Et on peut, comme ça, si on trouve la motivation, ou peut-être avec une copine, s'y mettre et muscler, parce que l'objectif, en fait, c'est de pouvoir se lever d'une chaise jusqu'à la fin de nos jours, c'est de pouvoir mettre notre valise en haut du compartiment de l'avion, c'est de pouvoir soulever nos petits-enfants, nos courses, etc. Donc, ce n'est pas pour faire joli et esthétique, mais c'est pour notre santé future. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Je sais qu'en périménopause, on a envie de tout, sauf de faire du sport. Et la science est claire là-dessus, on peut faire du muscle à n'importe quel âge. Donc, si ce n'est pas votre pilier principal, de faire de la muscu, mais en tout cas, c'est sûr que ça brûle du sucre, hein, on l'a vu, ça protège nos os et ça augmente notre métabolisme de base. C'est-à-dire que si on veut continuer à manger la même chose qu'on mangeait avant, eh ben, il va falloir faire plus de muscles parce que c'est ce qui va brûler l'énergie consommée. Mais on peut aussi décider simplement d'aller faire une petite marche après chaque repas. Ça active une meilleure digestion. S'aérer dehors, ça a un impact extrêmement bénéfique sur le cerveau.
On peut prendre les escaliers, sortir du bus à un arrêt plus tôt, téléphoner en marchant, faire vos réunions du travail en marchant si c'est possible, avec votre chef, votre collègue, etc. Le tour du bâtiment, au lieu d'être assis toute la journée à notre poste. Et en fait, il y a des choses à faire. Il faut juste y penser et il faut peut-être entraîner les autres parce que ça ne peut pas leur faire de mal. Voilà. Ça ne veut plus. La gestion du stress. Avoir une écoute est parfois déjà extrêmement bénéfique de pouvoir en parler à quelqu'un. Mais voilà, j'ai mis d'autres idées, éliminer les obligations qui pompent votre énergie, et avoir l'aide de votre famille, se poser les bonnes questions, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et mettre en place les techniques qui vous font du bien, comme la méditation guidée par exemple. Parfois, simplement respirer fait du bien. Il existe plein de techniques comme par exemple inspirer sur 4 temps, tenir sur 4 temps, expirer sur 4 temps, on peut faire 4, 5, 6. Il y a plein de variations, trouvez celle qui vous fait du bien. Si vous faites ça 3 fois de suite, plusieurs fois par jour, ça enlève cette pression qu'on sent souvent sur la poitrine. Rire, comme par exemple samedi, si vous venez à la magnifique pièce de théâtre que la commune vous propose, vous allez rire aux larmes, même si c'est sur la ménopause, et écouter des choses positives, ne plus écouter les news que de toute façon vous ne pouvez rien y changer et que ça ne fait qu'augmenter votre niveau de stress et de cette impression d'être dans un cercle négatif. Voilà, les promenades dans la nature, les voyages, la mer. L'hypnose aussi peut aider, l'acupuncture, les thérapies cognitivo-comportementales, la psychothérapie. Il existe plein de médecines douces et d'autres thérapies qui peuvent être explorées, la spiritualité. Voilà, les possibilités sont infinies. Évidemment, il faut du temps, il faut investir du temps. Et il faut se mettre en priorité. Et ça, c'est quelque chose, je crois qu'on a beaucoup de mal à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tout ça dans votre cerveau sera terminé, ça ira tout seul. Voilà, on a déjà parlé de l'importance des gens autour de vous. Alors, ce que j'entends souvent dire, c'est oui, mais quand je vais chez mon médecin, il me dit tout est normal, votre prise de sang est normale, revenez quand vous n'aurez plus vos règles, et puis on verra s'il faut commencer un traitement ou pas. Et la majorité des médecins, en fait, pas pour leur jeter la pierre parce qu'ils n'ont pas fait 10 ans de médecine pour rien. Ils ont appris des tonnes de choses et ont mis nos bébés au monde ou pas, nous ont accompagnés pendant toute notre phase de règles. Mais pour une raison que je ne comprends pas, la ménopause, ça ne fait pas vraiment partie de la formation médicale. Certainement aussi parce que ce n'est pas une maladie. Cela dit, l'impact pour les femmes est quand même important et vu que ça touche 100% des femmes, ça mériterait quand même un petit peu plus que la cessation de la fonction ovarienne. Et donc, ma conclusion, c'est que c'est nous qui devons être bien préparés, c'est nous qui devons savoir de quoi nous parlons. Et ce que j'ai expérimenté moi-même et que beaucoup de femmes ont expérimenté, c'est que si vous êtes préparé comme si vous allez en négociation, croyez-moi que le médecin de l'autre côté vous prendra au sérieux.
Si vous y allez et que vous dites « je ne sais pas ce qui m'arrive », et qu'en fait, vous n'avez même pas attribué ces symptômes à la ménopause et que vous n'allez pas en parler à un gynécologue parce que, a priori pour vous, et c'est normal, le cerveau n'a rien à voir avec le gynécologue, les articulations n'ont rien à voir avec le gynécologue, les infections urinaires à répétition, vous pensez peut-être que c'est l'urologue qu'il faut consulter, les palpitations cardiaques, le cardiologue, etc., etc. Mais en fait, dans la médecine telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le gynécologue qui est votre référent, voire votre médecin généraliste. Et en fait, ce qui est très important, c'est que vous ayez votre dossier médical prêt, que vous sachiez quels sont vos antécédents pour autant que vous puissiez le savoir, que vous ayez vos derniers examens, peut-être des pathologies que vous avez eues, des risques dont vous êtes conscient, et que vous ayez noté vos symptômes, et également en particulier ceux qui vous dérangent le plus. Et quand on exprime au médecin en lui disant « ma qualité de vie est impactée », ça c'est quelque chose qui en général les fait plus écouter. Parce que sinon, c'est très subjectif la façon dont on va classer un symptôme, s'il en impacte une, parce que c'est sa vie et sa façon de vivre et de voir les choses, et une autre, elle aura peut-être tout à fait une autre approche par rapport à ce symptôme. Donc c'est vraiment de préparer la liste de vos symptômes, la liste de vos antécédents, de demander à établir un bilan cardiovasculaire, un bilan osseux, et de voir par rapport à avec le médecin, de lui demander de faire un bilan des bénéfices et des risques de toutes les possibilités de traitement que vous pourriez avoir. Et il n'y a pas de mauvaise question. Donc, la seule limitation que vous avez, c'est le temps, parce que les médecins ont très peu de temps par consultation. Donc, plus vous serez bien préparé et aurez listé vos questions, et plus vous aurez de bénéfices de cet entretien. Voilà, et pour finir, moi qui suis de l'autre côté de la transition ménopausique, et je pense que ce chamboulement, ce remaniement ministériel dans mon cerveau est terminé. Mon message que je voudrais dire, c'est que même si ce sont peut-être des mois, voire des années plus ou moins désagréables selon les cas, chaque femme est différente, il n'y a pas de ménopause qui ressemble à une autre. Pour certaines, ne plus avoir ces règles, c'est plutôt quelque chose de négatif, plutôt la fin de quelque chose, et pour d'autres, c'est une libération. C'est en tout cas, de ce que disent la majorité des femmes qui ont passé cette phase, c'est que c'est une libération du regard de la société, d'attente de la société, et aussi des limitations qu'on s'est peut-être mises nous-mêmes, et qu'on peut en fait laisser libre cours à toutes nos envies, pour peu qu'on en ait, et qu'on réalise en fait que c'est une chance d'être là, et qu'on a encore beaucoup de belles années à vivre, et que en fait, prendre soin de notre santé, c'est nous permettre de pouvoir vivre ces belles années futures et d'être alignés à ses rêves et à ses ambitions. Voilà, merci beaucoup.